Bonjour Monsieur Gagneux, merci de nous accueillir dans votre bureau ici à la maison de Balzac et enchanté de ce moment de partage que vous nous ouvrez aujourd'hui et merci de vous présenter et de vous présenter votre lieu. C'est moi qui vous remercie de venir ici à Paris dans ce beau musée du 6e arrondissement. Je m'appelle Yves Gagneux, je suis conservateur du patrimoine et je suis depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années directeur de ce musée, la Maison de Balzac, qui est la seule des demeures de Balzac qui subsiste encore aujourd'hui. C'est une maison ancienne du XVIIIe siècle qui est située actuellement dans le 16e arrondissement de Paris. Et autrefois, c'était Passy, un petit village, un de ces petits villages qui entouraient Paris. Et Balzac s'est établi dans cette maison qui préexistait très largement à sa naissance, bien sûr, s'est établi pendant 7 années. 7 années, entre 1840 et 1847. Cette année, ça peut paraître relativement mince. Dans la vie d'un homme, ce n'est pas grand-chose, cette année. Il faut relativiser les choses et se dire que cette année, ça correspond à plus du tiers de la période d'écriture de Balzac sous le nom de Balzac. Balzac commence à faire ses premiers romans en 1829. En 1848, il a terminé pratiquement son travail d'écriture, il voyage un peu, il se marie, il revient à Paris, il meurt. Donc une période assez courte, et plus d'un tiers de cette période d'activité se tient à la maison de Balzac, à Passy. Et c'est surtout dans cet endroit qu'il a mis au point le concept, de façon définitive, le concept de comédie humaine. Donc la comédie humaine, on sait ce que c'est, on croit savoir ce que c'est, en réalité on ne sait pas vraiment ce que c'est en général. Pour beaucoup de gens, la comédie humaine, c'est le titre des œuvres complètes de Monsieur de Balzac. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est un peu insuffisant. En réalité, la comédie humaine, c'est un projet extraordinairement ambitieux, qui n'est même pas un projet littéraire, qui est un projet avec lequel Honoré de Balzac va vouloir proposer une classification des espèces sociales. Ces modèles ne sont pas les grands écrivains des siècles qui l'ont précédé, mais ce sont les grands naturalistes, essentiellement du XVIIIe siècle, ce sont les Lamarck, ce sont les Buffon, ce sont les Linné, qui ont établi ces grandes classifications zoologiques ou Naturel. Ces grandes classifications zoologiques ou ces classifications naturelles, oui. Et donc Balzac va vouloir faire la même chose avec les espèces sociales. Il va donc avoir un projet extraordinairement vaste qui ne repose pas que sur la société de son temps. La comédie humaine commence au XIVe siècle. Les premiers romans se passent au XIVe siècle, à Paris. Le poète Dante, le poète italien Dante Alighieri, vient à Paris. Et si Balzac était vivant aujourd'hui, la comédie humaine se poursuivra aujourd'hui. Ça n'est pas seulement la France, ça n'est pas que Paris. Vous avez des romans qui se situent en Norvège, où Balzac n'avait jamais mis les pieds, en Afrique du Nord, en Russie, en différents endroits. Et de la même manière, voilà, Balzac a eu ce projet de faire une vision, de proposer une compréhension des rapports humains qui dépasse complètement la littérature. Et donc tout ceci est fait à Passy. Et c'est à Passy que Balzac va définir complètement son projet, il va faire la liste des 150 ouvrages qui doivent composer cette comédie humaine, il va réécrire pratiquement dans ce même esprit tous les ouvrages qu'il avait déjà écrits antérieurement, et il va surtout ajouter d'autres ouvrages, les derniers écrits, les mieux écrits, c'est le cousin Pons, c'est la cousine bête, les paysans, la rabouilleuse, Splendeur et misère des courtisanes, et il va travailler, et ça ne suffira pas, puisque Balzac va mourir en laissant un peu moins d'une centaine de romans sur les 150 prévus, voilà. Mais ce projet c'est immense et c'est ici. Donc cette maison, si vous voulez, elle est particulièrement importante pour ceux qui apprécient Balzac, et aujourd'hui c'est un lieu qui n'est pas destiné simplement aux personnes qui connaissent Balzac, sa vie et son œuvre, puisque nous avons voulu en faire un lieu d'incitation à la lecture. Donc surtout, si vous ne connaissez pas Balzac, venez à la maison de Balzac à Paris, vous comprendrez les raisons pour lesquelles il faut le lire. Balzac c'est un écrivain absolument extraordinaire qui est l'auteur d'une œuvre énorme et d'une œuvre d'une diversité infinie. Ça, on ne le sait peut-être pas suffisamment, mais Balzac a pratiquement exploré tous les genres littéraires. Sait-on que le premier roman de vampire de la littérature française a été écrit par Honoré de Balzac? À l'époque, il ne signait pas encore Balzac. Ça s'appelle Le Centenaire. Le Centenaire, comme son nom l'indique, a en fait beaucoup plus que 100 ans. Et le Centenaire va se régénérer en absorbant le fluide vital de malheureuses victimes, fluide vital qui peut éventuellement restituer à une personne en mauvais état, mais qui va surtout lui permettre de survivre au détriment des autres. Donc le premier roman de vampire, c'est Balzac. Balzac a écrit des romans fantastiques, comme La peau de chagrin, comme Ursule Mirouette. Il a écrit des romans mystiques, il a écrit des romans épistolaires, il a écrit des romans policiers, il a tout vu.
il a tout vu d'une manière très, très novatrice, très particulière, très déstabilisante aujourd'hui, tellement ses ouvrages sont riches, denses et fouillés. Voilà, c'est tout ça Balzac, c'est tout ça qu'on peut venir voir ici. Très bien. Pour faire le lien avec notre initiative dans le Tarn autour de Bernard-François Balsa, quand on évoque cette figure de Bernard-François Balsa, est-ce que vous, en tant que passionné de la question, intéressé en profondeur au sujet de Balzac, son histoire, ses origines, ses références, ses inspirations, est-ce que quelque part ça vous parle, ce lien avec Bernard-François Balsa et ses origines dans le Ségala tarnais? C'est essentiel à plusieurs points de vue. D'abord, c'est essentiel parce qu'il faut quand même se rappeler que Bernard-François Balsa a mené une vie qui est digne d'un personnage de la comédie humaine. C'est quand même un fils de paysan du Tarn et qui devient, à la fin de ses jours, administrateur des hospices de Tours, qui est élu au conseil municipal de Tours, qui manque de peu de devenir maire de cette ville. Enfin, c'est une ascension absolument incroyable. C'est quelqu'un qui a connu des honneurs, qui a rencontré toutes sortes de gens, et déjà en soi, c'est une figure assez extraordinaire qui montre que tout est possible. Et donc quand le jeune Honoré va commencer à écrire, il faut se rappeler que le jeune Honoré, il n'a rien à voir avec Rimbaud ou avec François Sagan. Ses premiers écrits sont vraiment très mauvais. Et il va donc lutter pour s'améliorer parce que déjà il a dans ses gènes cette capacité, cet exemple très démonstratif de quelqu'un qui par ses efforts, par son travail, par sa valeur est parvenu à s'élever. Et ça c'est une chose essentielle. Et d'autre part, le Bernard-François Balzac est un homme très, très érudit, qui réfléchit beaucoup, qui pense énormément, c'est vraiment une personnalité tout à fait exceptionnelle. Et Bernard-François Balzac va donner un certain nombre de choses qu'on retrouve parfaitement dans l'œuvre de Balzac. Je vous parlais du roman de Centenaire avec ce fluide vital. Eh bien, le fluide vital, c'est précisément une chose qui vient du père de Balzac. Et si Honoré n'avait pas eu son père, il n'aurait certainement pas eu cette idée. Donc oui, bien sûr, le père est très important. Et il faut aussi rappeler que le père a également fait une chose qui, aujourd'hui même, pour beaucoup de parents, serait pratiquement impossible. C'est que figurez-vous que Balzac était inscrit dans une école de droit. Donc il avait déjà fait des stages de droit, il était parti pour devenir juge, avocat, notaire ou tout ce qu'on veut. Et qu'au bout de 2 ans d'études, le jeune Balzac va trouver son père et dit « Papa, écoute, j'en ai assez du droit, je veux devenir écrivain. » Attends, écrivain, soyons sérieux. Eh bien il va accepter. Alors il ne va pas accepter que son fils devienne écrivain, il va lui dire « Puisque c'est comme ça, je vais te laisser 1 an pour faire tes preuves. Pendant 1 an, tu vas essayer. » C'est quand même une ouverture d'esprit, si vous voulez, qui est assez sidérante. Et quand on connaît la façon dont les gens vivent au tout début du 19e siècle, on dit que quand même que cet homme avait une sacrée ouverture d'esprit. Et heureusement. On a aussi il est établi qu'il était franc-maçon, donc il avait un certain nombre d'intérêts philosophiques qui pourraient peut-être avoir des liens avec l'inspiration philosophique balsacienne. Oui, Balzac doit beaucoup à ses parents, à son père, également à sa mère aussi, dans des directions très très différentes, puisque du côté de sa mère, c'est plutôt l'aspect mystique qui va ressortir, et en effet, les théories philosophiques, l'intérêt pour la science de manière générale, ça ce sont vraiment des choses qu'il tient de son père. Et cet intérêt pour la science, c'est aussi ce qui, d'une certaine manière, forme la base de la comédie humaine, parce que si Balzac ne s'était pas intéressé aux travaux des scientifiques en tant que scientifique, jamais nous n'aurions la comédie humaine. Ils auraient eu certainement des récits plus ou moins bons, mais dont il est tout à fait possible de dire qu'ils ne soient plus du tout lus aujourd'hui. Ce qui reste de Balzac, c'est précisément cette ambition incroyable, nouvelle, complètement inédite, et sans sa famille, sans cette originalité familiale, vraisemblablement on n'aurait pas. Il y a dans la constellation balsacienne, on va dire classique, qui part de Paris, qui va à Saché, Tours, quelque part, n'a jamais été présent la question du Sud et de ses origines paternelles. Comme si dans l'environnement officiel balsacien, cette partie-là, elle avait été peut-être dans le sillage de Balzac. Lui-même, mise un peu de côté, occultée, abandonnée. Alors je crois qu'il ne s'agit pas véritablement d'un abandon. Il s'agit plutôt d'une absence d'intérêt qui tient sa source dans la façon dont les études balsaciennes ont été menées. Pendant très longtemps, les Balsaciens se sont intéressés à ce qu'on appelle la génétique, c'est-à-dire à l'origine, ce qui faisait l'origine des romans. Donc d'où venait ce personnage, d'où venait ce lieu, etc. Or, Balzac ne situe aucun roman dans le Tarn.
il situe beaucoup de romans en Touraine. Vous avez Eugénie Grandet, évidemment, à Saumur, vous avez Issoudun, vous avez des tas de villes, mais même Douai est utilisé, mais le Tarn, pas du tout. Alors pourquoi est-ce que Honoré Balzac n'a pas parlé du Tarn? Là, je laisse aux psychanalystes en herbe le soin de dire qu'il y avait des antécédents familiaux qui ont fait qu'on a préféré ne pas trop parler de la famille, ne pas trop parler de cette région. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où Balzac ne situe aucun roman dans le Tarn, que les Balzaciens ne s'intéressent pas au Tarn, c'est d'une certaine manière attendu. D'accord. Alors, mais quand même, la pertinence d'une initiative qui met un peu plus à jour le personnage dont vous avez relevé l'importance du père de Balzac, et en particulier de son terroir d'origine, la vallée du Vior, dont j'ai eu à partager avec vous le fait qu'elle était particulièrement singulière par sa dimension de légende, de fantastique, et que l'histoire des Balsa a marqué aussi la région, au point que nous avons des contes des Balsa, un certain nombre d'éléments de mémoire qui font référence à l'histoire du père. Donc, est-ce que pour vous, il apparaît intéressant qu'advienne une initiative dans la région et qu'elle s'inscrive dès lors, par le biais de la filiation des Balsa et de son père, dans la constellation de Balzac? Alors pour moi, c'est d'autant plus important que précisément, comme nous venons de le dire, ça n'a jamais été étudié. Donc évidemment, il y a une matière à creuser, il y a une matière à découvrir. Donc quels sont ces liens? Qu'est-ce que le père d'Honoré de Balzac doit à sa région? Évidemment beaucoup de choses. La région, c'est essentiel. On est à une époque de terrien. Donc si vous voulez, même l'odeur de la terre, l'odeur, les bruits qu'on entend sont des choses qui vous marquent à vie. Et qui après ressortent sous différentes formes. Le caractère que Bernard François s'est forgé doit sans doute beaucoup aussi à la région, ça mériterait également d'être exploré. Et donc tout ceci, évidemment, ça a été véhiculé. Les Balzac sont une famille relativement unie. Le jeune Balzac voit peu ses parents, mais le Balzac adolescent les voit beaucoup plus. Il discute avec eux, il parle avec eux. Évidemment, il y a un transfert de connaissances, il y a des transferts de sensations, des transferts de savoir, et tout ça, on ne le connaît pas parce que ça n'a jamais été étudié. Donc l'expérience, ce que vous êtes en train de mettre en place, de ce point de vue-là, pour moi, est essentiel. Eh bien, ça fera plaisir à toute notre équipe à Montira, donc qui se bat pour faire advenir cet événement, qui serait donc un festival Balzac, le fantastique et la vallée du Vior. Donc nous faisons le lien avec le fantastique puisque c'est une région du fantastique et qu'il y a en termes de patrimoine physique des lieux qui sont référés à Bernard François Balsa et donc qui méritent d'être connus. Et donc nous allons en sorte de faire que cet événement puisse inscrire véritablement ce lieu dans la constellation de l'environnement de Balzac. Donc pour ce faire, on souhaitait envisager un banquet sur Balzac. Donc je pense que vous êtes la personne très appropriée pour pouvoir nous parler de la gastronomie balsacienne, ne serait-ce que l'évoquer, et peut-être nous donner quelques conseils qui pourrait nous guider dans la mise en œuvre de ce banquet balsacien. Oui, en fait, pour effectivement aller dans votre sens, j'ai en effet travaillé sur la gastronomie dans la littérature au 19e et 20e siècle. Et évidemment, Balzac joue un rôle essentiel dans ce travail, puisque Balzac, s'intéressant aux rapports sociétaux, va envisager le repas non pas simplement comme une belle table ou comme une succession d'excellents plats, mais il va surtout voir tout ce qui se passe autour, donc va vraiment parler de ce qui caractérise le repas des Français, c'est-à-dire l'art de vivre. Cette capacité qu'on a à convoquer tous les arts qui sont à notre disposition pour que les fenêtres du cœur s'ouvrent les unes aux autres. Et ça, c'est vraiment une chose essentielle, c'est une chose unique. C'est pour ça d'ailleurs que tous les pays du monde envient non pas la cuisine française, mais cet art de vivre, parce que c'est des choses qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils le voient, ça les sidère, ils ne comprennent pas exactement ce que c'est, ils n'arrivent pas à le reproduire, et ils sont demandeurs. Donc là, oui, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et Balzac va parler du repas sous toutes ses formes. Donc vous avez des banquets fantastiques, vous avez des banquets misérables, vous avez des banquets qui se transforment en orgie, vous avez des banquets parfaitement réussis, vous avez des tables extraordinaires, vous avez des petites tables, tout est envisagé chez Balzac, on voit absolument tout, donc de ce point de vue-là, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Alors si j'avais un conseil à vous donner, c'est surtout faites ce que vous voulez, puisque justement Balzac vous ouvre toutes les portes. Balzac envisageant le repas sous tous les angles, et bien dans le meilleur des cas, vous rajouterez un angle supplémentaire à cette constellation balsacienne, et vous vous inscrirez dans un des 50 romans qui n'a pas été écrit. Oui, très bien. Mais écoutez, on va en tenir compte. Ceci dit, un point complémentaire,
La dernière fois que je vous ai rencontré, vous m'avez offert un petit livre sur des textes fantastiques de Balzac. Si vous pouviez en dire quelques mots, puisque justement nous allons explorer ce fantastique à l'occasion de ce festival, et ce serait intéressant d'en savoir plus. Alors écoutez, moi je suis vraiment très content que vous me parliez du fantastique et très content que ce festival justement ouvre ce lien très fort entre Balzac et le fantastique. Parce que le malheureux Balzac, lorsqu'il est mort, bon, c'est pas seulement pour ça qu'il était malheureux, mais Balzac mort a été enterré au Père-Lachaise et c'est Victor Hugo qui a fait un discours magnifique sur sa tombe. Mais Victor Hugo était déjà engagé d'un côté politique assez marqué, et il a tiré la couverture d'une certaine manière à lui, ou le drap mortuaire à lui, en présentant Balzac comme un écrivain de la race des écrivains révolutionnaires. Et ensuite, à partir de ça, Marx, Engels et consorts se sont emparés du sujet, et Balzac est devenu un auteur qu'on pouvait lire dans les États communistes, donc il a été très lu dans l'ancienne Union soviétique, il a été très lu dans la Chine communiste, il reste encore lu dans la Chine communiste, et ce que l'on vous présente dans la Chine communiste et que l'on vous présentait dans l'Union soviétique, c'était Balzac réaliste critique. Donc Balzac faisant une description réaliste de la société capitaliste en essence pour mieux la critiquer. Alors ça ne tient pas la route du point de vue de l'analyse, enfin c'est une perception de Balzac, mais il y en a des autres très différentes et tout à fait contradictoires, puisque Balzac d'abord ne critique pas. Balzac ne critique pas, on lui a assez reproché. Balzac décrit, exactement comme un entomologiste va vous expliquer les mœurs d'une colonie d'insectes. Il ne va pas vous dire que tel insecte est méchant, que tel insecte est gentil, ce n'est pas son propos, il va juste expliquer ce qui se passe, c'est tout. Et Balzac va faire la même chose avec les êtres humains, et évidemment pour ses contemporains, et d'ailleurs même pour les nôtres, c'est scandaleux parce que Balzac décrit des scènes épouvantables et ne dit rien, il ne prend pas parti. Vous vous rendez compte à quel point c'est épouvantable. Mais bon, bref, en tout cas, Balzac est présenté comme un réaliste critique, et on a envie de leur dire, mais attendez, mais Balzac, il a aussi écrit Séraphita. Alors Séraphita, on ne connaît pas aujourd'hui, mais Séraphita, c'est l'histoire d'un archange qui est sur Terre, dans une enveloppe terrestre, et à la fin de l'histoire, l'enveloppe terrestre se brise, c'est-à-dire que la personne meurt, et l'archange monte au ciel. Comme réalisme, si vous voulez, on peut rêver mieux. Ursule Mirouette, ce sont des esprits qui vont secouer, prévenir des vivants en leur disant attention, il y a un document qui a été mis derrière la cheminée, et puis dire à un autre tu as été très méchant, il faut t'en repentir jusqu'à ce qu'il se repente en question. La peau de chagrin, c'est quand même un talisman qui permet d'exaucer tous les vœux. En matière de réalisme, si vous voulez, on fait mieux. Et donc moi j'ai été très content de présenter ce recueil de petits textes, de très courts textes écrits par Balzac, qui va partir dans une veine complètement délirante. Donc vous imaginez par exemple, Balzac se promène dans la rue, et d'un seul coup il se rend compte qu'il est suivi par le dôme des Invalides, qui est sur la pointe, et qui le suit en sautillant. Qu'est-ce que je vais faire de ce dôme des Invalides? Comment je vais le ramener chez moi? Qu'est-ce que je peux en faire par derrière? Voilà. On n'est pas, si vous voulez, non plus dans un réalisme incroyable. Et ça, c'est une vision de Balzac très importante, puisque c'est justement ce qui va lui permettre d'examiner l'intégralité de la façon dont les hommes ressentent les choses. C'est-à-dire qu'il va essayer de montrer ce que c'est que ce climat de rêve éveillé. Il va donc s'intéresser au fantastique, parce que le fantastique, pour lui, c'est aussi la manière de montrer comment la pensée, par sa puissance, peut relier le monde des idées au monde matériel. Et donc ça, c'est une chose essentielle dans la pensée balzacienne, c'est ce qui permet de définir sa conception de l'artiste, sa conception de l'homme en général. Et donc oui, le Balzac fantastique, c'est essentiel. Donc merci de travailler sur Balzac fantastique. Très bien, bien écoutez, c'était merci pour ce moment de partage. Si vous aviez peut-être quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Peut-être encourager notre petit groupe à avancer dans son initiative. Je voulais, en leur nom, vous remercier d'avoir été à l'écoute, d'avoir échangé positivement avec nous et nous encourager. Ce que nous espérons, en tout cas, c'est que le moment venu, nous puissions, avec l'aide de personnes comme vous, être reconnus dans notre effort et dans l'importance finalement de ce Ségala Tarnais, lieu d'origine de Bernard-François Balsat, dans l'histoire et l'environnement des Balsaciens. Je crois que votre projet fait véritablement sens. C'est vraiment quelque chose d'utile, d'autant plus utile que ça ne marche pas sur des brisés d'autres personnes qui ont travaillé avant vous. Tout est à découvrir, tout est à faire. Vous pouvez mettre en avant des aspects de Balzac qui sont
peu connus et qui sont peut-être justement une porte d'entrée excellente pour tous les jeunes en général et pour les moins jeunes en particulier. Et donc vraiment, merci, c'est moi qui vous remercie, parce que notre rôle à nous, c'est de conduire les gens à avoir envie de lire Balzac, à le lire ou à le relire, et vraiment, vous allez exactement dans notre sens. On est heureux d'avoir des alliés. Merci. Merci monsieur Yves Gagneux, merci pour votre accueil. Je vous en prie, vous êtes bienvenue. À bientôt.